Si vous débutez en bourse, vous êtes probablement, comme tout le monde, confronté à une véritable jungle d'informations, et en particulier si le monde de la finance vous est étranger. Actions, obligations, ETF, fondamentaux, analyse graphique, on perd vite pied. Dans cette vidéo, pour vous aider à vous y retrouver, je vous propose de faire une synthèse des points qui sont, d'après moi, absolument fondamentaux à connaître ou à maîtriser lorsqu'on souhaite commencer à investir en bourse. Les points que je vous propose d'aborder sont les suivants. On va commencer par un point de vigilance sur un comportement qu'on voit beaucoup chez les débutants qui est dangereux et que je veux mettre en lumière ici et d'ailleurs que vous avez peut-être déjà observé. Ensuite, on va parler du marché action principalement. Donc je vais vous présenter ce qu'est le marché action en bref puisque je pense que c'est celui qui vous intéresse le plus. Et puis dans un troisième temps, on va également parler des supports d'investissement en bourse et de la fiscalité qui s'y applique. On va également parler des horizons d'investissement et je vais vous expliquer quelle méthode vous devez utiliser en fonction de votre propre horizon d'investissement. Je vais également vous montrer 4 sites qui sont selon moi incontournables lorsqu'on souhaite investir en bourse que vous allez pouvoir utiliser. Et pour ceux qui auront une vision d'investissement sur le long terme, je vais vous montrer 3 indicateurs qui seront fondamentaux à utiliser selon moi. Ensuite, on parlera des fameux dividendes et du piège qu'ils représentent et pourquoi c'est une erreur de se focaliser sur les dividendes. Et enfin, on terminera par quelques conseils avant de vous lancer en bourse sur ce que vous devez faire concrètement aujourd'hui. Alors je vous ai préparé pour l'occasion une petite présentation que vous pourrez retrouver en téléchargement dans la description. Vous allez voir, il y a quelques liens, notamment sur des sites web sur cette présentation. Et si vous découvrez la chaîne, bienvenue sur Value Investing. Ici, vous l'avez compris, on parle d'investissement en bourse et plus particulièrement d'investissement en bourse sur le long terme. Je vous propose ici du contenu éducatif pour réussir vos investissements en bourse sur le long terme. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour recevoir tous les 15 jours environ un conseil ou un mail d'analyse du contenu éducatif pour vous aider à investir en bourse. Le lien se trouve dans la description. Allez, parcourons maintenant ensemble ce guide, c'est parti. Ici, petit préambule, attention, je ne suis pas conseiller en investissement financier agréé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Et donc cela signifie que les informations que vous allez voir ici tout au long de cette présentation, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est du simple contenu éducatif et donc vous n'y trouverez pas d'incitation d'achat ou de revente de quelconque titre financier. Vous devez réaliser vos analyses et vos décisions d'investissement par vous-même et vous en êtes responsable. Par ailleurs, petite parenthèse, c'est d'ailleurs un projet que j'ai dans le tuyau de passer cette fameuse accréditation pour devenir conseiller en investissement financier agréé par l'autorité des marchés financiers. Mais ça, on pourra en reparler plus tard dans quelques mois, je pense. Et puis, vous pouvez retrouver le contenu de Value Investing, donc principalement sur la chaîne YouTube, mais également sur le site web, sur la newsletter. Je tiens également une plateforme de formation du contenu éducatif que vous pouvez retrouver sur le site Value Investing. Et puis, si vous voulez échanger, soit par commentaire, soit par mail, je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, c'est parti. On commence donc ici avec un point de vigilance, je vous le disais tout à l'heure, et qui est absolument fondamental d'après moi, c'est attention aux réseaux sociaux et à vos sources d'informations. En particulier, attention à Facebook et aux forums. S'il vous plaît, juste renseignez-vous avant d'investir. On voit trop d'investisseurs débutants qui vont sur les forums, vont sur Facebook, sur les réseaux sociaux et demandent qu'est-ce que vous pensez de telle ou telle action. Est-ce que vous pensez qu'il faut acheter, qu'il faut vendre, etc. Attention, ça c'est un comportement qui est vraiment dangereux pour plusieurs raisons puisque si vous suivez ces indications-là, d'une part, vous n'allez pas nécessairement comprendre pourquoi. Quel est le raisonnement derrière qui a poussé telle ou telle personne à vous inciter à l'achat ou à la vente d'un titre. Et surtout, un investissement pourrait être un bon investissement ou un mauvais investissement en fonction de votre horizon de temps. Si quelqu'un vous recommande un titre à l'achat, eh bien peut-être qu'il aura raison, mais qu'il ne sera pas sur le même horizon de temps que vous. C'est-à-dire qu'un investissement qui peut être bénéfique, recommandable sur le court terme, ne le sera pas nécessairement sur le long terme. Donc attention. Ici, ce que je vous invite à faire, et c'est pour ça que j'ai créé Value Investing, c'est à chercher à vous renseigner, à apprendre avant d'investir. Et en fait, il y a toute une démarche de réflexion qui est préliminaire à l'investissement en bourse, en immobilier, mais c'est aussi particulièrement vrai en bourse parce qu'on peut rapidement passer à l'action, acheter ses actions et effectuer des ordres d'achat et de vente comme ça en bourse. C'est bien plus facile que dans l'immobilier, mais il y a toute une démarche de réflexion qui est préliminaire. Et justement, toutes ces étapes-là que vous devez réaliser en tant qu'investisseur débutant, je vous les présenterai en fin de présentation. Et donc mon premier conseil global ici, l'état d'esprit à avoir, c'est chercher à comprendre vos investissements et à définir votre propre stratégie. Cherchez à comprendre ce que vous faites ou bien, si vous n'avez pas envie de vous plonger dans le monde de l'investissement en bourse de manière plus détaillée que ça, eh bien tout simplement déléguer vos investissements. Il est possible de payer des institutions, des sociétés pour gérer vos portefeuilles d'investissement en bourse et de les faire a priori fructifier. Donc soit vous cherchez à vous former, à comprendre, à vous renseigner et à définir vos propres stratégies, soit vous déléguez.
Très bien, rentrons désormais dans le vif du sujet et parlons du marché action. Je vous propose ici un rapide tour d'horizon pour comprendre tout simplement ce qu'est le marché action. En fait, quand on dit qu'on investit en bourse, on peut acheter différents titres financiers. Les actions sont un type de titre financier, au même titre par exemple que les fameuses obligations, c'est-à-dire les dettes des entreprises ou des États. Ici, dans le cadre de cette vidéo, on va se focaliser sur le marché action et non pas sur le marché obligations ou le marché des autres produits financiers. C'est a priori celui, en effet, auquel j'imagine que vous vous intéressez, alors je vous propose ici de dégrossir le trait sur ce fameux marché action. Ok, alors une action concrètement c'est quoi? Une action c'est un titre de propriété d'une entreprise, ok? Donc quand vous devenez actionnaire, vous devenez en fait propriétaire d'une infime partie de l'entreprise, d'accord? Alors la bourse maintenant, qu'est-ce que c'est? La bourse, on va bien garder en tête que c'est un lieu d'échange entre les vendeurs de ces titres de propriété-là et les acquéreurs de ces fameux titres. C'est un lieu où l'offre et la demande vont se rencontrer. Autrefois, c'était des lieux qui étaient physiques, d'accord? Donc c'est apparu lors de l'âge d'or des Pays-Bas avec les fameuses expéditions maritimes, Compagnie des Indes orientales, etc. Et bien évidemment, aujourd'hui, les bourses sont des places d'échange qui sont dématérialisées. Et c'est ce qu'on retrouve sous les fameux sigles qu'on rencontre souvent lorsqu'on s'intéresse au monde boursier, le NYSE par exemple, donc le New York Stock Exchange, le Nasdaq, le LSE pour Londres, Euronext Paris, donc la place de cotation à Paris, etc. Donc quand on va parler de bourse, on va parler de lieux d'échange où des titres de propriété, les actions vont pouvoir s'échanger. Maintenant la question c'est: pourquoi est-ce que certaines sociétés sont cotées en bourse, vont chercher à s'introduire en bourse? Puisque, vous le savez, ce n'est pas le cas de toutes les sociétés. Eh bien, ce qui va les pousser à faire ça, c'est afin de lever du capital pour pouvoir financer leur fonctionnement et leur propre développement à ces sociétés. D'accord? Donc, il y a un avantage derrière, il y a plusieurs avantages, mais il y a également des inconvénients. Ça, c'est important à l'avoir en tête aussi, puisque ces sociétés-là, elles ont notamment davantage de contraintes en termes de comptabilité et de reporting, de transparence sur leur activité envers les actionnaires, forcément. Donc, ces sociétés-là, via leur introduction en bourse, elles vont pouvoir davantage se développer, mais en contrepartie, elles vont avoir certaines contraintes. Ok? Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'investisseurs particuliers, c'est comment est-ce qu'on gagne ou d'ailleurs est-ce qu'on perd de l'argent en bourse. Alors on a deux grandes manières. La première, la classique, ça va être d'acheter une action à un certain prix et puis de vendre cette action plus chère, d'accord? Donc forcément, on va réaliser ici une plus-value entre l'achat et la revente de ce titre de propriété-là ou du titre le produit financier qu'on aura acheté d'ailleurs. Donc c'est valable évidemment pour d'autres produits financiers. Et puis l'autre manière de se rémunérer en tant qu'actionnaire, c'est également ce qu'on appelle les dividendes. Donc ces fameux dividendes, ce sont une partie des bénéfices de l'entreprise qui vont être redistribués de manière périodique aux actionnaires. Alors en général c'est de manière annuelle, mais il existe également des sociétés qui distribuent du dividende de manière semestrielle, tous les 6 mois, voire trimestrielle ou même mensuelle. Il est possible de toucher des dividendes tous les mois. Alors après en général, les sociétés qui distribuent des dividendes plus fréquents, on les retrouvera davantage sur le marché américain plus qu'en Europe. Maintenant qu'on sait qu'évidemment, en tant qu'actionnaire, on va chercher à acheter une action peu chère et à la revendre plus chère pour matérialiser ce qu'on appelle une plus-value. Il est alors important de comprendre ce qui va pouvoir causer les variations du prix d'une action. Donc ici, souvenez-vous, on est bien sur un lieu d'échange entre acquéreurs et vendeurs. Et donc, évidemment, ce qui va faire changer le prix d'une action, ça va être l'équilibre entre cette offre-là et la demande. Et en particulier, ce qui va pouvoir influencer justement sur cet équilibre-là, offre et la demande, on a différents paramètres. On a notamment les résultats des entreprises. Forcément, plus une entreprise a de meilleurs résultats, plus les actionnaires vont chercher à acheter cette action, ce qui va pouvoir tirer les prix de cette action vers le haut. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que les résultats d'entreprise, on a également les prévisions des analystes, la conjoncture économique, d'ailleurs on l'a bien vu lors du krach boursier par exemple de mars 2020 avec le coronavirus, la conjoncture économique était largement détériorée et donc à partir de ce moment-là, on a vu le cours des actions véritablement s'effondrer. Et aussi et surtout, ce qui est particulièrement important à avoir en tête, c'est que au-delà de tous ces facteurs qui sont, on va dire, rationnels, d'accord, les résultats des entreprises, les prévisions des analystes et la conjoncture économique, on a également la confiance des investisseurs qui joue un rôle clé absolument fondamental dans l'évolution des cours en bourse, dans l'équilibre entre l'offre et la demande. Et ça, c'est particulièrement important à avoir en tête. Puisqu'on va alors comprendre qu'une entreprise peut avoir d'excellents résultats, la conjoncture économique peut être largement positive. En revanche,
Si la confiance des investisseurs dans cette société est rompue, alors là, l'impact sur l'équilibre offre-demande va pouvoir être néfaste pour l'entreprise. Et typiquement, ici, ça peut être le cas d'une société qui a de très bons résultats, dans une conjoncture économique qui est particulièrement bonne, mais on peut avoir par exemple des suspicions de fraude ou des suspicions de falsification des comptes de résultats des états financiers de l'entreprise. Auquel cas, la confiance des investisseurs va pouvoir être rompue et à partir de ce moment-là, on va pouvoir observer une chute des cours en bourse du titre de cette société-là. On reviendra également dessus lorsqu'on parlera des horizons d'investissement, mais cette confiance des investisseurs, elle sera particulièrement clé lorsqu'on souhaitera investir sur du court terme. Là où dans l'investissement avec une optique long terme, c'est plutôt les résultats des entreprises et l'évolution, la qualité du management, les fondamentaux de l'entreprise qui vont nous intéresser. Donc ensuite, dans la catégorie variation des prix d'une action, on retiendra que la cotation d'un titre est généralement continue sur les horaires d'ouverture de la place de cotation en question. Généralement, c'est pas le cas de toutes les places de cotation. Ok, donc par exemple sur Euronext Paris, si vous souhaitez acheter une action Total, par exemple, qui est cotée sur Euronext Paris, la place boursière est ouverte et donc cote en continu de 9h à 17h30. Et donc, il est possible d'acheter une action Total sur ces horaires-là de 9h à 17h30. Ensuite ici, attention, un véritable point de vigilance, c'est quelque chose qui est grave et que j'ai entendu déjà plusieurs fois, c'est certains investisseurs débutants qui vont pouvoir penser qu'une action à 1 euro est moins chère, entre guillemets, qu'une action à 100 euros. Et que donc, si une action vaut 1 euro, alors cela veut dire qu'elle est peu chère et que nécessairement, eh bien, elle ne peut aller que par le haut. Elle ne peut que monter. Et à l'inverse, une action qui coterait par exemple 1000 ou 2000 euros, elle est déjà très chère et donc il y a plus de chances qu'elle aille vers le bas que son cours continue à s'apprécier. Ça, c'est une erreur qui est absolument monumentale, d'accord? La valeur absolue du cours d'une action, la valeur absolue ne veut absolument rien dire sur les perspectives d'appréciation ou de dépréciation d'un titre boursier. Ce n'est pas parce qu'une action cote 20 centimes qu'elle est nécessairement bon marché et qu'elle ne peut aller que par le haut. Ça n'a absolument rien à voir. Et c'est une faute qui est tellement importante et il est tellement nécessaire de bien comprendre le mécanisme derrière qui gère justement la valeur absolue d'une action que j'ai réalisé une vidéo dédiée sur YouTube. Je vous propose le lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez creuser ce sujet-là. En conclusion, on retiendra simplement que la valeur absolue d'une action ne veut absolument rien dire sur les perspectives d'appréciation ou de dépréciation de ce titre-là. Ça dépend en fait simplement du nombre d'actions que la société aura décidé d'émettre. En quelque sorte, en combien de parts est-ce qu'on aura divisé le gâteau du capital de la société. Alors la question qu'on se pose tout le temps lorsqu'on commence en bourse, est-ce qu'il est possible de perdre oui ou non plus que le capital qu'on aura investi? Alors ici, la réponse oui et non. Non, dans le cas de l'investissement dans les actions basiques telles qu'on va l'aborder ici dans cette vidéo. En revanche, il est possible de perdre tout le capital qu'on aura investi sur une action si par exemple cette société fait faillite. Et la réponse est oui, il est possible de perdre plus que le capital initial qu'on aura investi, mais uniquement si on souhaite investir sur des produits complexes ou alors si on souhaite faire de la vente à découvert par exemple, donc ce qu'on appelle le short d'action, mais qui est ici une pratique qui est réservée aux investisseurs confirmés et aguerris. Donc on ne va pas aborder encore une fois ici ces notions-là dans cette vidéo. Ici on se restreindra à l'investissement dans sa forme la plus basique dans les actions et la réponse ici est non, il n'est pas possible de perdre plus que son investissement, que le capital investi. Et enfin concrètement en pratique, comment est-ce qu'on fait pour investir? Eh bien pour cela, il faut passer ce qu'on appelle un ordre d'achat ou de vente à un intermédiaire financier. Cet intermédiaire financier, ça peut être votre banque traditionnelle, votre banquier, ou bien ça peut être, et surtout, un courtier en ligne. C'est-à-dire une société qui est spécialisée là-dessus, donc ce sont des sociétés qui sont en ligne, et d'ailleurs aujourd'hui, c'est quasiment exclusivement par des courtiers en ligne qu'on va passer. Pourquoi? À cause des frais, qu'on appelle les frais de courtage, qui sont exercés par l'intermédiaire financier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les banques traditionnelles ne sont absolument pas du tout compétitives versus les courtiers en ligne. On va en reparler juste après, mais vous allez voir que véritablement la différence ici, il n'y a pas photo quoi. On va plutôt s'orienter vers les courtiers en ligne. Et donc justement pour pouvoir passer avec ces intermédiaires financiers et passer nos ordres d'achat et de vente en bourse, eh bien on va devoir ouvrir des comptes réglementés d'investissement en bourse. De la même manière, on va en parler juste après. Bon ok, maintenant si vous découvrez tout ça, je pense que vous commencez à voir un petit peu le concept. On va chercher à devenir des propriétaires partiels d'une entreprise en achetant ces titres de propriété qui vont s'échanger sur les places de cotation, les places d'échange que sont les bourses. Et en échange de ça, eh bien on va donner des frais de courtage, on va rémunérer notre intermédiaire financier pour cela. Maintenant la question c'est pourquoi est-ce que l'investissement en bourse c'est si intéressant que ça et pourquoi est-ce que tant de monde s'y intéresse?
La réponse, elle est très simple. En 2 mots, c'est tout simplement parce que le marché action est historiquement une des classes d'actifs les plus performantes sur le long terme. Donc ici, regardez, le graphe que je vous propose, c'est l'historique de ce qu'on appelle le S&P 500. Le S&P 500, c'est un indice qui a été créé en 1926 qui regroupe les 500 plus grandes capitalisations américaine. Et ici, on voit que le rendement annuel moyen du S&P 500 sur cette période-là est d'environ 10% par an, d'accord? Et donc, netté d'inflation, ça va être d'environ 7%. Je vous rappelle que l'inflation, c'est la hausse générale des prix qui va venir grignoter votre pouvoir d'achat. Et donc, ici, quel que soit le moment où un investisseur aurait acheté cet indice-là, le S&P 500, avec une vision de long terme, alors en 2021, il aurait été gagnant puisque en 2021, on est sur des plus hauts historiques. Donc, vous voyez ici, globalement, en regardant les graphes, on va pouvoir deviner, comprendre quel était l'état d'esprit, l'équilibre entre l'offre et la demande sur les différentes phases. Donc on va avoir des phases de hausse, ok, qui vont correspondre à un déséquilibre dans le sens où les acheteurs vont être plus forts que les vendeurs. Globalement, il va y avoir plus d'opérateurs de marché qui vont chercher à acquérir les titres. Donc ça va donner lieu à des phases de hausse et puis l'inverse sur les phases de baisse. Mais globalement, on voit que sur le long terme, eh bien, les indices sont haussiers, les actions sont haussières. Et ça, c'est normal, c'est cohérent puisque l'objectif d'une société, ça va être de chercher à créer de la valeur et chercher à observer de la croissance de son chiffre d'affaires, de son bénéfice net. Et donc, si les résultats de l'entreprise globalement sont haussiers, son bénéfice net est haussier, ça va se traduire sur le long terme, a priori, par une hausse de son cours en bourse. Ici, on peut faire le lien sur les graphiques des actions qui, généralement, sur le long terme, sont haussiers, et puis l'objectif économique, tout simplement, d'une société qui est de créer de la valeur et de prospérer et d'observer de la croissance sur le long terme. Justement, en parlant d'investissement sur le long terme, il y a fort à parier que vous connaissiez le fameux investisseur Warren Buffett, donc un des plus grands investisseurs de tous les temps, qui aujourd'hui est à la tête du conglomérat Berkshire Hathaway. Et Warren Buffett, il est très connu pour avoir une vision particulière de l'investissement en bourse sur le long terme et dès ses tout premiers achats d'actions. Et ici, le phénomène que je veux mettre en évidence, c'est le phénomène des intérêts composés que vous devez absolument comprendre si vous souhaitez investir en bourse, quelle que soit votre raison de temps. D'ailleurs, si c'est sur du court terme, mais également si c'est sur du long terme. Donc ici, pour reprendre l'exemple de Warren Buffett, il a acheté sa première action, il avait 11 ans, d'accord? Et à 14 ans, il détenait 5000 dollars. À 30 ans, il détenait 1 million de dollars. Et puis l'histogramme que vous voyez ici représente l'évolution de la fortune de Warren Buffett à travers son âge. Et ce qu'on remarque, c'est que en 6 ans, donc entre ses 66 et ses 72 ans, eh bien, il a gagné 19 milliards de dollars. Sa fortune s'est appréciée de 19 milliards de dollars et c'est davantage que sur ses 66 premières années. C'est-à-dire qu'en 6 ans, il a créé davantage de richesses que sur ses 66 premières années. Et si on voit l'allure de l'histogramme ici, qu'on qualifie de exponentielle, d'accord? Donc ce n'est pas une évolution linéaire, c'est une évolution qui est exponentielle, c'est-à-dire avec une croissance qui est très très faible sur les premières années comparativement à la croissance des dernières années. En fait, c'est l'effet, ce qu'on appelle des intérêts composés, c'est-à-dire que les intérêts que Warren Buffett générait quand il était plus jeune, il les a fait travailler pour générer à eux-mêmes, à leur tour, des intérêts qui, à leur tour, vont générer de nouveaux intérêts, etc. Et en fait, ce qu'on va chercher à faire lorsqu'on va investir en bourse, à la manière de Warren Buffett, ici, c'est de créer notre propre exponentielle à nous, de créer nos propres intérêts composés, de faire travailler nos intérêts pour qu'ils génèrent à leur tour de nouveaux intérêts. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet des intérêts composés. Et puis pour mieux comprendre, pour mieux visualiser comment vous pouvez le mettre en pratique pour vos investissements sur le long terme, regardez, on peut faire une simulation via un site qui est assez connu. Donc vous pouvez vous rendre sur ce site jeremyvotreargent.ca qui est un site canadien, et donc vous pouvez justement simuler les intérêts composés que vous allez pouvoir réaliser en fonction de vos horizons de temps, de votre capacité d'épargne, etc. Donc par exemple, on va prendre ici un exemple très simple, ok? Admettons que vous souhaitiez commencer à investir avec un capital de 1000 euros. Donc là, c'est en dollars, mais évidemment, ça ne change rien pour les calculs. Donc vous investissez un capital initial de 1000 euros. Ensuite, vous allez pouvoir faire un versement régulier de, par exemple, 200 euros, on va dire, une fois tous les mois, d'accord? Avec un taux d'intérêt annuel, on va reprendre, par exemple, donc la performance historique des indices, du S&P 500 de 10% brut environ. Donc c'est un taux d'intérêt qui s'appliquera une fois par an, 10% brut par an, et puis on va voir ce que ça donne sur 30 ans. Donc si vous investissez un capital initial de 1000 euros, avec des versements réguliers de 200 euros par mois, tous les mois, avec une performance annuelle brute de 10% par an sur 30 ans, on voit qu'au terme de ces 30 ans, la valeur totale de votre placement sera
430 000 euros. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que sur ces 430 000 euros, eh bien, vous avez une part de capital que vous avez apporté, ces fameux 1000 euros plus ces 200 euros tous les mois, mais vous avez aussi et surtout, évidemment, c'est ce qu'on cherche à créer, des intérêts sur ce capital que vous avez apporté. Et si les intérêts s'élèvent à quasiment 360 000 euros. Donc on voit qu'au terme de ce 30 ans, c'est surtout des intérêts qui auront participé à la création de ce capital-là. Et ici, un petit peu plus bas, on peut retrouver l'allure du capital que vous allez pouvoir générer à travers le temps. Donc ici, en bleu clair, la valeur du placement, le capital que vous avez apporté, et en bleu foncé, le total des intérêts qui auront été gagnés. Et donc, vous voyez qu'ici, on retrouve justement l'allure de cette courbe exponentielle avec une croissance qui sera d'autant plus importante sur la fin de la durée de placement. Et donc ici, lorsqu'on voit ce graphe, on comprend alors tout à fait l'intérêt, l'importance de commencer à investir le plus tôt possible, puisque plus tôt vous commencez à investir, et bien plus tôt vous vous retrouverez dans ces configurations où justement c'est les intérêts que vous avez créés qui vont générer de nouveaux intérêts. Donc là ici on voit qu'au début on est plutôt sur une croissance qui est linéaire, qui est mesurée, avec ici une croissance bien plus importante et donc avec une véritable allure exponentielle. Et donc on peut refaire la simulation, admettons maintenant plus sur 30 ans mais sur 40 ans. Et donc là, vous voyez ici que l'allure de l'exponentielle se poursuit et que ici, vous n'avez plus 430 000 euros de capital, mais vous avez plus d'1,1 million d'euros. D'accord, donc on voit ici que en rallongeant notre durée de placement de 1/3, d'accord, on est passé de 30 ans à 40 ans, donc on a rajouté 10 ans à nos 30 ans initiaux, donc on a rallongé d'1/3 notre durée de placement. Pour autant, notre capital, lui, ne s'est pas augmenté de seulement 30%, mais a quasiment triplé, d'accord? Donc là, on retrouve cette décorrélation, on n'est plus sur une évolution linéaire, on est sur une évolution exponentielle. Chaque année de placement que vous allez rajouter, eh bien, ça va permettre à vos intérêts de générer de nouveaux intérêts, encore une fois, de manière exponentielle. Et donc, la conclusion de tout cela qu'on va pouvoir tirer ici, c'est tout simplement, commençons à investir le plus tôt possible, puisque à partir de ce moment-là, eh bien, on va pouvoir commencer à faire jouer justement ces fameux intérêts composés, et on comprend bien que chaque année où on investit, où on fait fructifier notre capital, eh bien, a une importance capitale dans la génération de ces intérêts composés sur le long terme. Ok, maintenant vous allez devoir ouvrir un support d'investissement pour pouvoir investir en bourse et donc il existe plusieurs manières d'investir en bourse via différents supports d'investissement. Les plus classiques étant le CTO et le PEA. Donc le CTO c'est le compte titre ordinaire et le PEA le plan d'épargne en action. On peut également investir en bourse via une assurance vie par exemple. Donc là c'est dans un cadre un petit peu plus particulier quand même qu'on ne va pas aborder dans cette vidéo. A priori j'imagine que vous êtes plutôt intéressé par une approche compte titre ordinaire ou PEA et il est fondamental, il est vraiment important de bien comprendre quelle est la différence entre ces deux supports d'investissement à la fois en termes de fonctionnement mais également en termes de fiscalité. Donc ce que je vous propose ici c'est de passer rapidement en revue, encore une fois on va faire une synthèse des différentes caractéristiques du compte titre ordinaire et du PEA pour pouvoir vous orienter. J'ai réalisé sur ma chaîne YouTube une vidéo un petit peu plus détaillée sur les caractéristiques du compte titre ordinaire et du PEA que je vous invite à regarder si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, un petit peu plus en détail pour mieux peaufiner votre stratégie d'investissement. Allez, commençons avec le CTO, le compte titre ordinaire. Donc alors quel est son mode de fonctionnement? Le CTO c'est le support de base véritablement, donc celui sur lequel a priori vous allez pouvoir loger le plus grand nombre, la plus grande variété de titres financiers, donc les actions évidemment, mais également les obligations, donc ce sont les dettes des entreprises, aussi des ETF, donc ces fameux paniers d'actions, on en reparlera un petit peu plus tard, et puis globalement toute une large gamme de produits financiers. Donc c'est le support d'investissement véritablement de base. Ce qui est important à retenir sur le compte titre ordinaire, c'est que dessus vous allez pouvoir investir dans des actions internationales, c'est-à-dire des actions qui sont en dehors de l'Europe. Donc on pense par exemple à tous ces fameux titres, les Apple, Amazon, Facebook, etc. Si ces actions-là sont proposées par le courtier, eh bien vous allez pouvoir les loger sur un compte titre ordinaire. Donc ça peut être des sociétés américaines, mais également des sociétés des pays émergents par exemple. Donc en fait, on a deux gros points à retenir. Le premier, c'est que on peut investir dans des sociétés à l'international, et le second point, ce qui fait la particularité du compte titre ordinaire, c'est sa fiscalité. Donc ici, comment ça fonctionne? Vous allez devoir déclarer sur une base annuelle, tous les ans, d'accord, vos gains et vos pertes, et donc vos plus-values et ou vos moins-values, ainsi que vos dividendes et vos coupons d'obligations, et également si vous détenez des obligations. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer sur la base de cette déclaration-là? Eh bien, tous les ans, vous allez avoir ce qu'on appelle le PFU, le prélèvement forfaitaire unique. Donc, vous allez être taxé à hauteur de 30% sur les gains que vous allez réaliser. Donc, dans ces 30%, on retrouve les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%, ainsi que un montant de prélèvement forfaitaire à 12,8%.
Par ailleurs, sur ce support-là, le compte titre ordinaire, vous allez pouvoir déposer vos liquidités et les retirer quand vous le souhaitez. Donc c'est un support d'investissement qui est qualifié de liquide. Il n'y a aucune contrainte ici. Ça, c'est un point qui est important et on va le voir, c'est une des différences notables avec le PEA. Et par ailleurs, le PEA va également se distinguer par sa fiscalité, mais également les sociétés qui vont être possibles de loger sur ce support d'investissement. Donc le PEA, c'est un support d'investissement qui est optimisé fiscalement, mais en revanche, ça va se faire sous un certain nombre de contraintes et qui sont assez fortes, ces contraintes. Généralement, quand on parle même du PEA, on parle souvent de véritables niches fiscales que chaque Français devrait avoir dans le cadre de la constitution d'un patrimoine sur le long terme. Ici, la principale contrainte, c'est qu'on va être contraint justement aux sociétés dont le siège social est dans l'Union européenne et aux fonds d'investissement détenant au moins 75% d'actions européennes. Ça, c'est important, ces fonds d'investissement, puisque cela signifie qu'on va pouvoir investir dans certains ETF, donc ces fameux paniers d'actions diversifiés, et ça va nous permettre justement via ces produits-là, via ces ETF, de s'exposer au sein d'un PEA sur des marchés non européens. Donc on retiendra que sur ces PEA, on peut investir dans des sociétés européennes, donc pas uniquement des sociétés françaises, et également via des indices, on peut s'exposer à différents marchés, par exemple les marchés émergents, marchés américains, entre autres. Ensuite, souvenez-vous, on disait que le compte titre ordinaire était un support qui était liquide, et ici pour le PEA, c'est différent. Et en particulier, si vous retirez les liquidités, si vous retirez les fonds que vous avez déposés sur ce compte d'investissement-là avant 5 ans d'ouverture, avant 5 ans de vie du PEA, eh bien, à ce moment-là, cela clôture automatiquement le compte. D'accord? Donc ici, on comprend tout de suite que le PEA, c'est un support d'investissement tout de suite qui va être orienté sur le long terme. A priori, ce sont des fonds que vous allez bloquer ou sur lesquels, eh bien, vous n'allez pas avoir de besoin dans les années à venir si vous souhaitez ouvrir un PEA. Être vigilant par rapport à ça. En termes de fiscalité, maintenant, comment ça se passe? Eh bien, seuls les gains nets liés au retrait des liquidités, et ça change tout. Seuls les gains nets liés au retrait des liquidités sont taxés. Comment ils sont taxés? Si vous retirez vos liquidités, si vous retirez vos fonds, entre 0 et 5 ans de vie du PEA, eh bien cela entraîne nécessairement et automatiquement la clôture de ce support d'investissement, comme on l'a dit, et également un prélèvement forfaitaire unique de 30%. Donc ça, c'est comme pour le compte titre ordinaire, avec 17,2 des prélèvements sociaux et 12,8% au titre de prélèvement forfaitaire. À savoir qu'il existe des dérogations, je vais plus en détail sur la vidéo que je vous mentionnais tout à l'heure, donc si vous souhaitez creuser un petit peu ce point-là, eh bien je vous invite à consulter cette vidéo-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous souhaitez retirer vos liquidités après 5 ans de vie du PEA? Eh bien ici, cela n'entraîne plus la clôture du compte d'investissement et au lieu d'avoir les 30% de PFU, de prélèvement forfaitaire unique sur vos gains nets réalisés, eh bien vous allez avoir uniquement les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Et par ailleurs, et ça c'est intéressant, c'était pas le cas il y a quelques années encore, vous avez toujours la possibilité de continuer à effectuer ces versements sur le PEA. C'est-à-dire que le PEA en fait c'est une poche de la même manière que le compte titre ordinaire, c'est une poche de liquidité, donc vous allez faire des versements sur cette poche de liquidité, ensuite vous allez venir puiser dans cette pioche de liquidité pour passer vos ordres et acheter vos actions, vos obligations, vos titres financiers en bourse. Et donc ici sur le PEA, même si vous retirez des fonds après 5 ans de vie du PEA, eh bien vous avez toujours la possibilité d'effectuer des versements, de continuer à alimenter ce PEA pour continuer à investir. En revanche, il existe un plafond, le plafond est fixé sur le PEA aujourd'hui à 150 000 €, donc vous ne pouvez pas déposer plus de 150 000 € sur le PEA. En revanche, la valeur du compte peut être supérieure à 150 000 €. Donc si vous déposez 150 000 € et que vous les faites fructifier, que vous observez des plus-values et des dividendes, eh bien, il n'y a pas de limite à la valeur potentiel d'un PEA. En revanche, en termes de dépôt, ce que vous pouvez effectuer comme dépôt, comme virement sur ce compte pour l'alimenter, eh bien là, c'est limité à 150 000 €. Encore une fois ici, je voulais faire une synthèse très très bref. Je vous invite à regarder la vidéo dédiée si vous voulez aller plus dans les détails sur les modes de fonctionnement du compte titre ordinaire et du PEA. Et donc finalement, pour clôturer sur le PEA, on retiendra que seuls les gains nets liés au retrait des liquidités sont taxés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que sur un compte titre ordinaire, tous les ans, vous devez passer par la case impôts pour payer les impôts sur les dividendes et les plus-values que vous allez réaliser. En revanche, sur un PEA, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que si vous laissez ces fonds sur le support d'investissement, que vous ne les retirez pas, eh bien, vous ne serez jamais taxé dessus. Vous ne serez taxé qu'une seule fois, c'est au moment où vous allez retirer ces fonds. Et donc, souvenez-vous, maintenant, tout à l'heure, on parlait de l'importance des intérêts composés, de l'effet des intérêts composés. Et ici, sur un compte titre ordinaire, ça va être plus compliqué de générer ces fameux intérêts composés. Pourquoi? Parce que tous les ans, lorsque vous allez générer vos gains, vous n'allez pas pouvoir réinvestir
réinvestir ces gains à 100% pour les faire fructifier à leur tour. Non, ici ces gains, vous allez pouvoir les faire fructifier à hauteur de 70% puisque 30% de ces gains-là seront amputés par la fiscalité du compte titre ordinaire. Là où sur le plan d'épargne en action, le PEA, vous allez pouvoir réinvestir 100% de ces gains-là, maintenant vous l'avez compris, tant que vous ne retirez pas les liquidités. Et donc, dans une optique d'investissement sur le long terme, eh bien, la génération des intérêts composés va être bien largement favorisée sur le plan d'épargne en action. Et c'est là vraiment que réside tout l'intérêt du plan d'épargne en action, c'est de pouvoir réinvestir ces gains et pouvoir composer ces intérêts sur le long terme. Ok, donc en conclusion sur ces deux supports d'investissement, on retiendra que le compte titre ordinaire et le plan d'épargne en action sont les deux principaux supports d'investissement pour investir en bourse. On retiendra que le compte titre ordinaire, c'est un compte qui a l'avantage d'être liquide. Vous pouvez déposer et retirer vos liquidités quand vous le souhaitez dessus. Vous pouvez également investir sur tous les marchés, sur tous les types de produits financiers dessus. Donc notamment vous exposer aux marchés émergents, aux marchés nord-américains par exemple. Donc ce sont deux des principaux marchés évidemment. Mais en revanche, l'inconvénient de tout cela, eh bien, c'est que la fiscalité est particulièrement puissante et tous les ans, eh bien, vous allez passer par la 15 impôts et payer ces fameux prélèvements forfaitaires uniques de 30% sur les gains nets réalisés. Si vous souhaitez une fiscalité plus allégée, vous pouvez plutôt vous orienter donc vers le plan d'épargne en action qui lui est particulièrement intéressant dans une optique long terme, dans une optique où vous allez bloquer vos fonds, votre capital pendant des années et des années pour pouvoir les faire fructifier et profiter des fameux intérêts composés et d'une fiscalité plus allégée, 17,2%, donc les prélèvements sociaux uniquement à la sortie au retrait des liquidités. En revanche, ici, eh bien, vous êtes contraint à un certain manque de liquidité, vous ne pouvez pas déposer et retirer vos fonds quand vous le souhaitez sur le plan d'épargne en action, et puis surtout, eh bien, vous êtes contraint aux sociétés dont le siège social se situe dans l'Union européenne. Ça restera quand même vachement le choix, et ça c'est clairement assez embêtant sur le plan d'épargne en action. Par contre, il est possible de contourner cette contrainte-là en investissant sur des ETF, sur des indices pour s'exposer à différents marchés, donc notamment les marchés émergents et nord-américains qu'il est toujours utile d'avoir dans son portefeuille. Ok, en tant qu'investisseur débutant maintenant, une des premières questions à vous poser, c'est quel est votre horizon d'investissement en bourse? Est-ce que vous souhaitez investir sur du court terme, sur du très court terme, ou bien plutôt sur le long terme pour pouvoir profiter à terme de l'effet des intérêts composés, par exemple, avoir une gestion un petit peu plus passive et pas forcément active sur les marchés financiers, mais véritablement d'épargner un petit peu régulièrement pour générer des intérêts composés sur le long terme. Cette question-là d'horizon d'investissement, elle est fondamentale à se poser en premier lieu. Déjà parce que ça va pouvoir vous orienter éventuellement vers le support d'investissement sur lequel vous allez pouvoir investir, mais également sur la méthode que vous allez devoir utiliser pour baser vos décisions d'investissement. Et en effet, un trader court terme utilisera certaines méthodes, là où un investisseur de très long terme, avec une vision d'investissement sur plusieurs décennies, utilisera a priori des méthodes tout à fait différentes. Et donc, ici, on va parler de deux approches qui sont différentes, justement une plutôt dédiée aux court-termistes et une plutôt dédiée aux long-termistes. Encore que, on verra que ces deux méthodes-là ne sont pas nécessairement imperméables, il est toujours intéressant de les recroiser. Ici, je vous propose donc de passer à travers les deux approches, l'approche fondamentale et l'approche technique, pour comprendre quelles sont les différentes méthodes d'investissement en bourse en fonction de votre horizon de temps. C'est parti. En préambule, pourquoi est-ce que c'est absolument fondamental cette notion d'horizon d'investissement? Eh bien, tout simplement parce qu'on en parlait au début de cette présentation. Votre horizon d'investissement va définir si oui ou non un titre vous est recommandable ou pas. À savoir que un titre va pouvoir être recommandable pour un investisseur de court terme, là où il ne le sera pas pour un investisseur de long terme. Donc, votre horizon d'investissement va définir si oui ou non l'opportunité d'investissement est pertinente pour vous ou pas. Et donc, je reviens encore une fois au premier point de vigilance que j'avais formulé. Lorsque vous échangez avec d'autres personnes, notamment sur des forums ou sur des réseaux sociaux, si une certaine personne vous dit oui, telle société c'est une très bonne opportunité d'investissement, aujourd'hui il faut passer à l'achat, oui, mais avec quel horizon d'investissement? On ne peut pas formuler une recommandation d'achat ou de vente dès lors qu'elle est décorrélée d'un horizon d'investissement. Ok? Bien garder ça en tête. Maintenant, les deux approches. La première que je veux évoquer, c'est l'approche du fameux investisseur Warren Buffett, d'accord? Donc c'est l'approche de l'analyse fondamentale. Qu'est-ce que c'est l'analyse fondamentale? Son principe de base, c'est qu'on va chercher à évaluer la valeur intrinsèque réelle d'un actif boursier, donc d'une action, et la comparer à son cours d'échange, d'accord? Et donc l'hypothèse sous-jacente qui est vraiment importante à comprendre ici, c'est que, eh bien, on a deux notions qui sont différentes. La première notion, ça va être le prix
auquel s'échange une action à un instant T sur les marchés boursiers. Ok. Et la deuxième notion, ça va être quelle va être la valeur intrinsèque, la valeur réelle de cette action. Combien est-ce que fondamentalement elle vaut cette action? Et en fait, on comprend que, on va avoir une potentielle décorrélation entre le prix d'une action sur les marchés boursiers et la valeur réelle de cette action. Et donc, tout le rôle de l'analyste fondamental, de l'investisseur qui investit via l'analyse fondamentale, c'est de chercher à acheter une action lorsque, justement, il y aura une décorrélation entre prix et valeur. Et donc, évidemment, à savoir, lorsque le prix de l'action sera inférieur à sa valeur réelle, alors là, l'investisseur fondamental pourra passer à l'achat pour acheter une action décotée, une action en solde. L'hypothèse sous-jacente étant que sur le long terme, le prix auquel s'échange une action tend à se rapprocher de sa valeur intrinsèque. Donc on va chercher à exploiter ce qu'on appelle ces inefficiences de marché, c'est-à-dire ces moments où le prix est inférieur à la valeur. Et comment est-ce qu'on va faire toute cette analyse-là qu'on appelle l'analyse fondamentale? On va s'intéresser à différents éléments, notamment aux états financiers, donc les comptes de résultats, bilan financier et flux de trésorerie. Donc ce sont les éléments comptables de la société qui vont nous donner des informations qui vont être très intéressantes, très valorisables dans le cadre de notre analyse. On va également s'intéresser au business model de la société, à son environnement concurrentiel, son environnement économique, également l'économie globale, la macroéconomie, et tout cela, ça va nous permettre d'évaluer la qualité de la société. Et on va pouvoir dire que certaines sociétés présentent des fondamentaux qui seront meilleurs que d'autres sociétés, des sociétés qui seront plus rentables dans un meilleur environnement économique, qui seront mieux managées. Et c'est ces sociétés-là qui présentent ces meilleurs fondamentaux, cette meilleure santé financière, qui seront peu endettées, vers lesquelles on va chercher à s'intéresser, à investir sur le long terme, dans le cadre de l'analyse fondamentale. Et cette analyse fondamentale-là, elle a souvent primé et même méprisé l'autre type d'analyse qu'on va voir tout à l'heure, l'analyse technique. Mais il y a quelque chose qui manque quand même à cette analyse fondamentale-là, et ce qui lui manque, qui est vraiment important, c'est la prise en compte de la psychologie des investisseurs. Souvenez-vous, au tout début de cette vidéo-là, on disait que un des événements principaux qui engendraient des déséquilibres entre l'offre et la demande et donc une variation des prix, c'était la confiance des investisseurs et plus largement la psychologie des investisseurs, des opérateurs de marché sur un titre en question. Et ça, l'analyse fondamentale ne le prend pas en compte. Elle regarde simplement l'environnement fondamental, business, comptable de la société pour émettre des hypothèses si oui ou non un titre présente une certaine opportunité. Elle ne prend pas en compte la psychologie des investisseurs et ça, c'est un vrai problème. Du coup, on a d'un côté l'analyse fondamentale qui va nous dire quelle devrait être la valeur réelle intrinsèque d'une action, comment devrait être le marché d'après l'analyse fondamentale. Et puis d'un autre côté, on a l'analyse technique qui, elle, se voudra beaucoup plus factuelle et descriptive et observera l'état du marché à un instant T plutôt que ce qu'il devrait être comme le préconise l'analyse fondamentale. Quand on dit en fait qu'on va observer de manière factuelle et descriptive, on va regarder les cours, les graphiques, les cours auxquels s'échange une action. Et ça va nous donner des informations qui vont être très intéressantes et notamment sur la psychologie des opérateurs de marché, la psychologie des investisseurs à un instant T vis-à-vis d'un titre boursier. Donc c'est dans cela que ça va venir compléter justement l'analyse fondamentale, vous l'avez compris, à laquelle il manque justement cette pièce-là de compréhension de la psychologie des opérateurs de marché. Et donc ici, on va beaucoup moins, voire pas du tout s'intéresser aux fondamentaux de la société, à savoir quelle est sa valeur intrinsèque, est-ce qu'elle évolue dans un bon environnement, business model, etc. Ici, on va s'intéresser purement et simplement à la psychologie des intervenants, à la psychologie des opérateurs de marché, et on va chercher à essayer d'établir comment est-ce que le marché va réagir à telle ou telle nouvelle ou à tel environnement économique. Et en fait, on retiendra que à long terme, ce qui va faire évoluer les cours en bourse d'une entreprise, on le disait précédemment, c'est l'évolution de son bénéfice net principalement et de la qualité de la société, puisque à long terme, généralement, le cours auquel s'échange une action tend à se rapprocher de sa valeur intrinsèque. Ça, c'est l'hypothèse sous-jacente de l'analyse fondamentale, là où, à court terme, c'est plutôt la psychologie des intervenants et la vision qu'auront les opérateurs de marché sur un titre qui va faire bouger les cours.
Et ça, c'est dans les graphes qu'on va pouvoir lire tout ça, pas dans les éléments comptables de la société. On retiendra également que l'analyse graphique, ce n'est pas une science à proprement parler avec 100% de certitude, mais on va simplement chercher à établir des scénarios avec des probabilités associées. Par exemple, le scénario A, que le cours en bourse de telle action continue à s'apprécier et prenne plus 30% dans les prochains mois, est établi à, par exemple, 70% de probabilité. Auquel cas, on aura une situation plutôt probable dans laquelle le cours en bourse de notre titre va continuer à s'apprécier. Donc là, à partir de cette hypothèse de travail-là, on va pouvoir prendre position pour pouvoir revendre le titre plus tard et matérialiser une plus-value. Donc, analyse technique, on cherche à établir des probabilités d'évolution et à se placer pour profiter de ces vagues-là, de ces probabilités d'évolution. Et tout ça, ça se fait en regardant les graphiques. Voilà, on retiendra donc qu'à long terme, c'est les fondamentaux de la société qui vont faire bouger les cours et que donc, en tant qu'investisseur de long terme, eh bien, vous avez plutôt intérêt à favoriser l'approche fondamentale, l'analyse fondamentale. En revanche, à court terme, c'est plutôt la psychologie des opérateurs de marché qui va faire bouger les cours. Et donc, dans ce cas-là, si vous êtes investisseur de court terme, vous avez tout intérêt à vous intéresser davantage à l'analyse technique, à favoriser cette méthode-là de prise de décision, et donc à vous plonger dans les graphiques plutôt que dans les ratios financiers. Et puis on retiendra également, et ça c'est une erreur qui est parfois commise par les investisseurs de long terme, c'est que, eh bien, l'analyse technique nous sert tout de même à optimiser notre timing de prise de position, même quand on est investisseur de long terme. L'analyse technique, même s'il a été souvent méprisé et que l'analyse fondamentale a primé, eh bien l'analyse technique, ça reste un outil que vous avez dans votre boîte à outils d'investisseur et il serait dommage de s'en passer. Voilà, donc pour vous montrer maintenant de manière un petit peu plus visuelle et pratique ce à quoi peut ressembler une analyse fondamentale et une analyse technique, je vous propose de vous montrer rapidement quel type d'informations on va regarder en tant qu'analyste fondamentale et en tant qu'analyste technique. Voilà, donc ici je suis sur le site Zone Bourse. On va rentrer un tout petit peu plus en détail dans ce site juste après. Ici je voulais simplement vous montrer en préambule une fiche d'entreprise. Donc ici l'entreprise Total, vous avez ici une fiche finance et donc ça c'est le type d'information qu'on va consulter lorsqu'on va chercher à investir sur le long terme. Donc ça ce sont des informations qui sont plutôt liées à une analyse fondamentale du titre. Donc on va pouvoir retrouver différents éléments sur la valorisation d'un titre, sa capitalisation boursière, différents ratios financiers, le PER, le rendement, la capitalisation, etc. On va avoir également des graphiques d'évolution des différents indicateurs qui vont nous intéresser, vous voyez, avec des pourcentages, des ratios financiers, et puis également donc là des éléments qui seront liés purement à la comptabilité de l'entreprise, donc le chiffre d'affaires, l'EBITDA, le résultat net, la marge nette, le bénéfice par action, dividende, etc. Des éléments liés aux autres états financiers de l'entreprise, donc au bilan financier de l'entreprise, la dette, le cash flow, etc. Donc tout ça, ce sont des informations, je vous rassure, même si vous n'êtes pas du monde de la finance ou du monde de la comptabilité, qui sont tout à fait abordables, d'accord, au moins pour les plus basiques d'entre elles. On peut très rapidement réussir à lire et à comprendre et à dégager des informations de ces tableaux-là, et également des flux de trésorerie ici. Donc on a trois types d'états financiers, le compte de résultats, le bilan et les flux de trésorerie, d'accord. Et donc lorsque vous vous intéressez à l'investissement de long terme, eh bien vous devez vous intéresser à minima un petit peu à ces états financiers, à comment est-ce qu'ils fonctionnent, quel type d'informations en fait on peut tirer de ces éléments comptables là, et puis ça va vous permettre de pouvoir tirer des conclusions sur toutes ces différentes indications chiffrées ici, tous ces ratios financiers que vous allez voir pour baser vos hypothèses d'investissement. Ok ? Voilà, et maintenant si vous êtes investisseur de court terme, c'est plutôt ce type de graphique-là qui va vous intéresser, ce type d'analyse sur lesquelles on va pouvoir retrouver le graphique des cours en bourse de notre actif, de notre action, et puis également différents indicateurs, le volume, MACD, RSI par exemple, etc. Donc il existe de très nombreux indicateurs techniques, indicateurs graphiques que vous allez pouvoir utiliser, et donc ici ça va relever d'une approche davantage visuelle et donc axée sur ce type d'informations-là que vous allez baser vos hypothèses d'investissement. Ok, maintenant que vous savez quelle méthode d'investissement vous allez devoir utiliser pour investir en bourse, vous allez avoir besoin d'obtenir des informations, que ce soit d'informations d'analyse fondamentale ou d'analyse technique. Vous avez toujours besoin par ailleurs d'actualité sur le titre que vous suivez, sur les marchés financiers, mais également évidemment d'informations sur les finances de l'entreprise, sur les états financiers, etc. Et donc de manière générale, vous allez devoir consulter un petit peu toute l'actualité financière autour de vos investissements. Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter très vite fait 4 sites qui vont vous permettre justement d'obtenir ce type d'informations
d'information. 4 sites qui sont incontournables. Il en existe de très nombreux des sites. Ici, je vous présente 4 plateformes incontournables et puis je vais vous montrer quel type d'informations on peut obtenir sur ces plateformes-là. C'est parti. Ces 4 fameuses plateformes que je veux vous présenter, ce sont ZoneBourse, Investing.com, Morningstar. Morningstar, il existe 2 versions, une .com et une .fr, et puis Yahoo Finance. Donc ZoneBourse, on était dessus tout à l'heure. Vous pouvez retrouver déjà sur la page d'accueil du site tout ce qui est actualité financière, actualité économique et toutes les informations qui vont être pertinentes pour tout simplement bien comprendre l'état des marchés financiers à un instant T. Et puis vous avez également donc différentes analyses. Vous avez également du coup ces fameuses fiches sur les entreprises qu'on a vues tout à l'heure. Donc là, je vais reprendre l'exemple de Total pour vous montrer quel type d'informations on peut trouver dessus. Donc vous avez dans un premier temps tout ce qui est récapitulatif sur justement l'état de cette société avec des informations assez génériques de présentation de la société, des systèmes de notation, toute l'actualité de la société aussi. Donc si vous investissez dans un titre que vous souhaitez suivre régulièrement, vous pouvez retrouver toute l'actualité de ce titre-là sur la fiche Zone Bourse. Vous avez des éléments sur l'analyse fondamentale de la société, sur l'analyse graphique. Vous avez également les recommandations des analystes et puis tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, les différents tweets qui ont eu lieu sur cette société qui sont toujours intéressants à suivre si vous souhaitez surveiller de près l'actualité de cette société-là. Donc ça, c'est pour la fiche présentation. Ensuite, vous pourrez parcourir ces différents onglets sur lesquels on trouve des informations très intéressantes. En particulier, donc on a l'actualité, on a un onglet sur les graphiques qui vous permet de réaliser vos analyses graphiques si vous souhaitez les faire sur le pouce, bien que en général, il est préférable de télécharger son propre logiciel d'investissement graphique sur son ordinateur. Vous avez également du coup l'agenda de la société pour retrouver les différentes dates clés sur la publication des résultats, distribution des dividendes, etc. Et puis vous avez du coup une fiche qui est particulièrement intéressante, on l'a vu tout à l'heure dans le cadre de l'analyse fondamentale, c'est cette fameuse fiche finance ici. Vous avez également différentes informations sur la société, sur le consensus des analystes ici. Donc si vous vous intéressez à une société, n'hésitez pas à creuser un petit peu ces fiches-là d'informations sur Zone Bourse, vous trouverez des informations qui seront très intéressantes. Ensuite, sur le site Investing, on retrouve une configuration un petit peu similaire avec une page d'accueil avec différents éléments sur l'actualité des marchés financiers, ok, et puis on va pouvoir retrouver également du coup des fiches. Donc là, si je retourne de nouveau sur la fiche de Total, eh bien on retrouve encore une fois du coup les différents onglets ici, donc avec des informations générales sur l'entreprise, sur le graphique, davantage d'informations sur le graphique. Ici, je suis en anglais, je vais passer en français. Voilà, donc des informations sur le graphique, des informations sur l'actualité de la société encore, et puis des informations sur le profil financier, sur les différents éléments financiers de la société. C'est intéressant, c'est complémentaire. Souvent, les différents sites sont complémentaires entre eux. Vous pouvez retrouver des informations que vous ne trouverez pas nécessairement sur d'autres sites. Donc ici, par exemple, sur investing.com, on a des informations qui sont complémentaires de celles qu'on peut trouver sur le site Zone Bourse. On a également, du coup, le détail ici des éléments comptables de la société. Vous voyez, donc bilan, compte des résultats, flux de trésorerie, etc. On a différents ratios, des informations sur les dividendes, et puis du coup on a des informations sur l'analyse technique de la société, donc sur tout ce qui concerne le graphique, et je vous rappelle du coup la vision un petit peu plus court terme ou optimisation du timing de position pour les investisseurs de long terme. Donc voilà le type d'informations qu'on peut retrouver sur ces sites-là. Ensuite, on a le site Morningstar qui lui aussi est une véritable référence dans le domaine. Donc voilà ici la fiche de Total. Sur Morningstar, il existe 2 versions. Je vous disais tout à l'heure, la version .com, donc la version US, et la version .fr. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes en termes de contenu qu'on va pouvoir trouver dessus, même en termes de présentation des informations. Et si vous vous dépataugez un petit peu avec l'anglais, je vous recommande vivement d'utiliser la version .com. Morningstar.com, c'est véritablement un site référence, on trouve beaucoup d'informations. Pareil, des informations qu'on ne trouve pas nécessairement non plus sur les autres sites. Et du coup, la version anglaise sera bien plus intéressante. Le site propose, lui, une version payante avec forcément davantage de contenu pour $200 par an, il me semble, sur lesquels vous allez pouvoir retrouver des fiches complètes sur l'analyse des entreprises, des recommandations, des informations financières si vous souhaitez creuser également vos recherches qui seront plus difficilement trouvables de manière gratuite, et puis également du coup des fiches sur l'analyse des entreprises de manière plus générale. Et ici, ce qui est particulièrement intéressant sur Morningstar, c'est tous les éléments financiers qu'on va pouvoir retrouver, leur présentation avec tous les différents ratios qui nous importent en tant qu'investisseur fondamental. Donc ça, c'est un site particulièrement intéressant, Morningstar. Et puis le dernier, un grand classique que je voulais vous présenter, du coup, c'est Yahoo Finance. Donc ici, toujours pareil, fiche de la société, avec du coup l'actualité de l'entreprise, des éléments financiers, des éléments sur les recommandations des analystes,
et puis tout ce qui est du coup statistique sur l'entreprise, donc des éléments pareils, des ratios qui vont nous intéresser, sur par exemple les marges de la société, des éléments clés sur le compte de résultat, donc sur les éléments financiers, vous l'avez compris, sur les dividendes, sur les statistiques, l'historique des prix, etc. Et on va pouvoir également retrouver du coup de manière détaillée aussi du coup tout ce qui est état financier, donc là avec le détail du compte de résultat, du bilan, des flux de trésorerie, et également les analyses, du coup le consensus des analystes, pour voir un petit peu justement, tout à l'heure on parlait de psychologie du marché, et bien comment se positionnent les analystes, puisque je vous le disais en début de vidéo, la position des analystes sur les titres va pouvoir impacter à court terme l'évolution et les mouvements de marché qu'on va pouvoir observer autour de certains titres. Ok, du coup il faut bien comprendre que même si une société va pouvoir publier d'excellents résultats, et bien si les consensus des analystes s'attendaient à des résultats encore meilleurs que cela, et bien le cours en bourse de l'action va pouvoir chuter. Pourquoi? Pas parce que, évidemment, la société a publié de bons résultats. Normalement, on devrait plutôt s'attendre à une appréciation du cours en bourse à court terme, mais parce que les publications étaient inférieures aux attentes des analystes. Donc ça, c'est bien important de comprendre, de pouvoir situer les attentes des analystes sur nos hypothèses d'investissement à court terme. Puisque si vous pensez que les prévisions des analystes sont très très hautes, très très optimistes à court terme, et qu'il y a de fortes chances pour que la publication des résultats de l'entreprise au final déçoive, eh bien cela peut être un signal de vigilance pour vous en tant qu'investisseur de court terme. Donc toujours intéressant d'avoir un œil sur les prévisions des analystes, que ce soit pour réaliser vos hypothèses d'investissement à court terme, ou bien même tout simplement pour pouvoir établir un petit peu vos scénarios d'évolution du titre à long terme. On va pouvoir récupérer les hypothèses de chiffre d'affaires, de croissance, etc. de l'entreprise sur les différents mois et les différentes années à venir pour pouvoir effectuer nos calculs d'analyste fondamentale sur le long terme. Ok, pour apporter un petit peu de concret, je vous propose désormais de passer à travers 3 exemples d'indicateurs qu'on va considérer, des ratios qu'on va pouvoir considérer lorsqu'on souhaite investir en bourse sur le long terme, donc dans le cadre de l'analyse fondamentale, pour vous montrer un petit peu plus en détail, pour vous donner un avant-goût de ce à quoi peut ressembler le travail d'un investisseur de long terme pour sélectionner ces entreprises et sélectionner un timing à peu près approprié avec lequel il va pouvoir rentrer dans ces sociétés-là. Je vous propose ici donc de rapidement passer à travers 3 indicateurs qui sont d'après moi fondamentaux et de vous expliquer pourquoi, quelle est leur importance et comment est-ce qu'on peut trouver ces indicateurs-là. Allez, c'est parti. Donc je vais vous présenter encore ici une fois une synthèse de ces 3 indicateurs-là, de 3 indicateurs qui sont d'après moi fondamentaux. Pourquoi synthèse? Parce que si on voulait faire les choses proprement et aller vraiment dans le détail, eh bien ça nous prendrait beaucoup trop de temps. D'ailleurs, le premier indicateur que je veux vous présenter, le PER, j'ai réalisé une vidéo détaillée sur cet indicateur-là que vous trouverez sur la chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Donc, ce premier indicateur, c'est le fameux PER pour Price Earnings Ratio en anglais, ou ratio cours sur bénéfice de l'entreprise en français. Et pourquoi est-ce qu'il est particulièrement intéressant? Eh bien, parce qu'il va nous donner des informations sur le niveau de valorisation de la société, sur la cherté de l'action. Souvenez-vous, au début on disait que l'analyste fondamental considère qu'il peut y avoir une décorrélation entre valeur intrinsèque réelle d'une action et prix auquel s'échange une société en bourse. Et que donc, si l'action est trop chère par rapport à sa valeur intrinsèque, alors dans ce cas-là, on réalise une mauvaise affaire. Et donc, on cherchera particulièrement, absolument à éviter, lorsqu'on souhaite investir en bourse sur le long terme, à acheter une action qui est trop chère par rapport à sa valeur intrinsèque. Parce que même si on achète la meilleure des entreprises, si on l'achète trop cher, ça restera un mauvais investissement, ok? Et donc, la première manière la plus rapide, la plus simple, la plus abordable de savoir si une action est trop chère ou pas, c'est de consulter ce fameux PER, ce Price Earnings Ratio. Donc, il va nous donner une indication sur la cherté de l'action, ok? En fait, qu'est-ce que ce ratio calcule? Il va tout simplement faire le ratio entre le prix d'une action et le bénéfice net réalisé par la société par action. En fait, le raisonnement derrière est très logique. Si demain, on vous proposait d'acheter une société, une des premières choses que vous allez vous demander, probablement, pour savoir combien vous devez acheter cette société, c'est quel est le bénéfice que réalise cette société tous les ans. Et du coup, ça vous donnera un ordre de grandeur. Et en fait, on comprend bien que une société qui réalise, par exemple, 1000 euros de bénéfices par an, eh bien, il n'y a aucune raison d'acheter cette société-là 500 000 euros, puisque cela voudrait dire que ça vous prendrait
500 ans pour rentabiliser votre investissement, si le bénéfice de la société reste constant à 1000 euros. À l'inverse, si une entreprise génère 1000 euros de bénéfices et qu'on vous propose de l'acheter 3000 euros, eh bien là, dans ce cas-là, vous dites, ok, dans 3 ans, j'aurai rentabilisé mon investissement. Là, tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant. Vous voyez? Donc, le raisonnement derrière le PER, c'est pareil, en fait. On va se dire, à combien d'années de bénéfices je paie pour pouvoir détenir une action de cette société-là. Donc on va avoir différents ordres de grandeur ici à considérer et globalement on va pouvoir dans un premier temps comparer le PER du moment au PER historique de la société. Et pour être sûr de ne pas acheter trop cher l'action, eh bien dans un premier temps on pourra considérer qu'on pourra éviter d'acheter l'action si le PER actuel est supérieur au PER historique de la société en moyenne. Et on va pouvoir également comparer le PER donc à l'historique de la société d'une part, mais également au marché de manière générale et au PER des sociétés concurrentes. Si une société a un PER qui est largement supérieur à celui des sociétés directement concurrentes, alors là, ça pourrait être vu comme un signal de vigilance. Attention, c'est pas un raisonnement qui est exclusif. À savoir que si une société a un PER qui est plus élevé que ses concurrentes, ça veut aussi potentiellement dire que la société est globalement meilleure que ses concurrentes et que donc les opérateurs de marché sont prêts à payer plus cher pour pouvoir détenir cette action, cette entreprise qui présente de meilleurs fondamentaux. C'est aussi une éventualité. Donc, j'en viens à la conclusion sur le PER qui est que eh bien, c'est un indicateur qui est particulièrement pratique, qui présente de nombreuses qualités, notamment par le fait qu'il nous donne une idée de la valorisation de la société, de la cherté de l'action en une fraction de seconde, donc c'est très pratique à utiliser. Mais attention, c'est un indicateur qui est non suffisant et qui peut être également biaisé, en particulier dans le cas où la société peut faire l'objet de manipulation par ingénierie financière et également puisque c'est un indicateur qui ne prend pas en compte le niveau de dette et une société peut être excessivement endettée, ce qui sera particulièrement embêtant pour nous en tant qu'investisseurs de long terme, auquel cas on souhaitera éviter cette société et ça le PER ne le prend pas en compte. Donc je vous montre concrètement sur Zone Bourse par exemple comment on peut réussir à retrouver ce PER. Donc ici, je suis sur la fiche finance du titre Danone, ce coup-ci, plus total. Donc on retrouve du coup les informations qu'on a vues tout à l'heure. Et évidemment, comme le PER est un des principaux ratios qu'on a tendance à considérer lorsqu'on souhaite investir en bourse sur le long terme, eh bien du coup, il est facilement trouvable sur le site Zone Bourse. Donc du coup, on retrouve le PER ici moyen sur l'année 2018, 2019, etc. et les prévisions pour 2021, 2022 et 2023. Et donc, on voit que ici, aujourd'hui, si on achetait l'action Danone à ce jour au niveau de valorisation actuelle, eh bien on se situerait à un PER aux alentours des 21 pour l'année 2021. Ok. Et ce qui est particulièrement intéressant sur le site Zone Bourse, c'est de retrouver ici l'évolution du PER historique. D'accord. Donc on voit que historiquement sur le titre Danone, on se situe à un PER aux alentours des 18 à 20, on va dire à peu près, avec 3 années d'excès ici entre 2014, 2015 et 2019 qui sont probablement liés d'ailleurs, lorsqu'on voit des pics comme ça peut être lié à des résultats particulièrement bas de la société sur une année donnée, ce qui aura pour effet mécaniquement bien de faire augmenter le PER. Donc on pourra considérer que globalement on est sur un PER historique pour Danone entre 17 et 20 à peu près. D'accord. Donc là ce qu'on voit c'est que avec un PER de 21 sur l'année 2021 et un PER estimé à 17,2 sur l'année 2022, et bien globalement on est sur des niveaux de valorisation qui sont plutôt cohérents avec les niveaux de valorisation historique d'après le PER. Ici, c'est une indication qui nous est donnée par le PER. C'est un indice, encore une fois, un outil dans notre boîte à outils, mais bien évidemment, il faudra compléter ces informations avec différents niveaux de valorisation, différents ratios de valorisation, différentes méthodes, etc. pour peaufiner un petit peu notre raisonnement. Ensuite, en tant qu'investisseur de long terme, on va chercher à investir dans des sociétés qui détiennent ce qu'on appelle un avantage compétitif durable, c'est-à-dire un avantage par rapport à leurs concurrents. Ça, la notion d'avantage compétitif durable, c'est une des notions clés, une des notions favorites qui a été introduite par le célèbre investisseur dont on parlait au début de cette formation, c'est Warren Buffett. L'idée sous-jacente étant que sur le long terme, c'est justement ces caractéristiques d'avantage compétitif durable là qui vont permettre aux sociétés de s'apprécier avec le risque le plus
plus faible possible sur le long terme, et que donc en tant qu'investisseur de long terme, vous avez tout intérêt à vous intéresser à ce type de société-là. Et une des caractéristiques principales de ces sociétés-là, à avantage compétitif durable, c'est que généralement elles détiennent ce qu'on appelle un pricing power, c'est-à-dire le pouvoir de fixer leurs propres tarifs. Et oui, si elles ne sont pas si inquiétées que ça par la concurrence, eh bien elles peuvent fixer leurs tarifs comme elles l'entendent. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien elles ont tout intérêt à fixer des tarifs suffisamment hauts pour observer des marges bénéficiaires relativement hautes, ce qui leur permettra à terme, a priori, d'avoir une bonne santé financière. Et donc, réciproquement, si ces sociétés qui ont un pricing power ont des marges bénéficiaires nettes élevées, alors on va pouvoir regarder les marges bénéficiaires pour essayer de deviner si oui ou non elles détiennent un pricing power. Et en effet, il est peu probable qu'une société détienne des marges bénéficiaires très élevées si elle n'a pas de pricing power, puisque si elle n'a pas de pricing power et qu'elle n'est pas protégée par la concurrence, eh bien la concurrence va venir justement grignoter des parts de marché, et pour pouvoir conserver ces parts de marché, la société va devoir baisser ses prix, auquel cas elle n'aura plus de marge bénéficiaire élevée. Donc le critère que je vous propose de regarder, c'est justement le ratio de marge nette. Quelle est la marge nette réalisée par la société? À savoir, vous le savez, la société réalise un volume de vente, ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Ensuite, on va venir observer en fait des charges. La société a ses propres charges, les salaires, les coûts des produits, etc. Et puis à la fin, ce qui lui reste dans la poche, eh bien, c'est la marge nette de cette société-là. Donc pour savoir si notre société détient potentiellement un avantage compétitif durable et un pricing power, on va pouvoir regarder cette marge nette, et puis on devra s'assurer que celle-ci est globalement supérieure à la moyenne du secteur et doit être également en augmentation au fil des années, d'accord? Et puis sa valeur absolue sera également un indicateur qui sera fort. On cherchera globalement à investir sur le long terme dans des sociétés dont la marge nette est supérieure à 20%. Ça, c'est surtout sur des titres américains. Sur des titres européens, on pourra tolérer des marges nettes qui seront un petit peu sous les 20%. On retrouve des sociétés très très qualitatives à 10, 15 ou 18% de marge nette, mais c'est vrai que globalement, évidemment, plus la marge nette sera élevée, et bien plus cela sera révélateur d'un pricing power important. Attention en revanche, évidemment, de la même manière que le PER, on tâchera toujours à ne jamais prendre un indicateur comme ça isolé, puisque eh bien un indicateur peut toujours avoir ses propres défauts. Il n'existe aucun indicateur qui va être parfait, et en particulier, eh bien le taux de marge nette peut faire l'objet de manipulation par ingénierie financière. Donc ça, on va pas rentrer dans les détails, mais globalement, on retiendra qu'il faudra toujours chercher à challenger cet indicateur-là en le recoupant avec tous les outils qu'on aura dans notre boîte à outils d'investisseur. Ici, pour illustrer mes propos, je vous propose de nouveau de s'intéresser au site Zone Bourse, donc à travers les fiches de deux sociétés. La première société, c'est Carrefour, d'accord? Donc, grande distribution. Et donc, on retrouve dans la catégorie données annuelles du compte de résultat, à la fois le résultat net, ici, et également la marge nette en pourcentage qui va nous intéresser. Donc la marge nette, c'est tout simplement le ratio du résultat net de la société divisé par son chiffre d'affaires total. Et on voit que du coup en 2020, Carrefour a réalisé une marge nette de 0,91% et globalement on se situe aux alentours des 1%, ce qui est particulièrement bas évidemment, mais c'est ce qui caractérise aussi le secteur de Carrefour. Du coup, pour vous montrer la différence maintenant, je vous propose de s'intéresser à la fiche de GTT qui est, il me semble, la société avec la marge bénéficiaire nette la plus importante de la cote française. Et ici, vous voyez, marge nette, on se situe au-dessus des 50% sur les dernières années et 46% pour les années à venir en prévisionnel, ce qui est tout à fait exceptionnel, d'accord? Et ici, je sais bien qu'on compare pas du tout les mêmes choses, d'accord? Qu'on mélange torchon et serviette, puisque globalement, on ne va pas chercher à comparer des ratios financiers de sociétés qui n'appartiennent pas au même secteur, d'accord? Donc là, du coup, on compare les marges nettes de GTT et de Carrefour, pas du tout le même secteur, mais ici c'est pour vraiment montrer les différences possibles qu'on peut observer justement dans ce taux de marge nette. Et donc sur Carrefour, évidemment, on a un avantage compétitif durable qui peut être largement remis en question. Là où sur GTT, on le sait lorsqu'on s'intéresse à la société, elle détient un véritable avantage compétitif durable par son savoir-faire. Et du coup, évidemment, ça se retranscrit dans les états financiers de la société et notamment du coup à travers ce taux de marge nette. Et on comprend bien que si une société était en mesure de rivaliser à la même hauteur avec GTT, eh bien évidemment elle tirerait davantage les prix vers le bas et du coup a priori GTT pourrait moins réaliser des marges bénéficiaires aussi importantes, d'accord? L'exemple type de ça, c'est les sociétés de conseil classiques. Donc en général les sociétés de conseil
ont des barrières à l'entrée qui sont relativement faibles. On n'a pas besoin vraiment d'investissement en capitaux pour monter une société de conseil, c'est de la prestation intellectuelle. Et du coup, c'est vrai que on a tendance à observer des marges bénéficiaires qui vont être beaucoup plus faibles, puisque justement la compétition va chercher à tirer les tarifs vers le bas, étant donné qu'on n'a pas de barrière à l'entrée. Donc globalement, eh bien, de nombreux entrepreneurs, sociétés peuvent créer leur société de conseil, et du coup, pour pouvoir se différencier, eh bien, ils ne vont avoir qu'une seule opportunité, c'est de tirer les coûts vers le bas. Là où sur GTT, par exemple, on a un savoir-faire qui est exceptionnel, qui est reconnu, qui est difficilement combattable, on va dire, par la compétition, et donc ça se traduit par des marges nettes beaucoup plus élevées. Enfin, le troisième indicateur auquel je vous invite à vous intéresser, c'est le ROE, ou Return on Equity en anglais, pour rendement des capitaux propres. Et en fait, ça c'est un indicateur qui va être particulièrement intéressant puisqu'il va nous donner des indications sur l'efficacité avec laquelle le management de l'entreprise va faire fructifier votre investissement en quelque sorte. C'est un indicateur de comment ce management-là va employer vos capitaux. Dès lors que vous achetez une action, eh bien vous rentrez au capital de la société, et donc le job du management, ça va être de faire fructifier ce capital-là. Et donc, on veut que globalement, à partir de peu de capitaux, le management parvienne à réaliser de gros bénéfices. Et ça, c'est le ROE, le Return on Equity, qui va nous donner une indication justement sur la capacité du management à faire fructifier ce capital-là. Les critères ici, c'est que on cherchera évidemment un ROE le plus élevé possible, idéalement au-dessus de 10%, supérieur à 10%, ce qui va pouvoir nous laisser penser que bien le management est de qualité. Et puis également, on cherchera toujours un ROE en augmentation au fil des années et non pas en diminution. Et également, pour une société donnée, on cherchera un ROE qui sera supérieur à celui de ses concurrents, à celui du secteur. Ce qui voudra dire que le management de la société en question est plus compétent, crée plus de valeur pour l'actionnaire que le management des sociétés concurrentes. Ici, encore une fois, attention, le ROE n'est pas non plus l'indicateur parfait. Il a ses propres biais et en particulier, on peut avoir des ROE élevés pour des sociétés qui sont relativement peu qualitatives. Et puis surtout, c'est un indicateur qui néglige l'effet de levier, qui ne prend pas en compte la dette. Et donc ça, c'est également problématique dans notre analyse. Mais voilà, en conclusion, PER, marge nette et ROE sont les trois indicateurs fondamentaux que je vous propose d'étudier avant de considérer un investissement en bourse sur le long terme. Et puis, comme pour les deux autres, sur le ROE, je vais vous montrer où est-ce qu'on trouve ça sur Zone Bourse. Donc là, sur la fiche de GTT, de nouveau, on retrouve dans la situation bilancielle la ligne ROE, résultat net sur capitaux propres, avec du coup un ROE absolument exceptionnel, phénoménal, allant de 90% en décroissance ici jusqu'à 57%, ce qui est tout à fait exceptionnel, que ce soit pour ce secteur ou dans l'industrie de manière générale. Ce sont d'excellents ratios. Très bien, parlons désormais des dividendes, cette fameuse partie des bénéfices que réalise l'entreprise qui est redistribuée aux actionnaires. Et une des erreurs courantes et flagrantes des investisseurs débutants qui souhaitent investir en bourse sur le long terme, c'est de chercher à investir uniquement dans les sociétés qui vont présenter les plus hauts rendements du dividende, c'est-à-dire les sociétés qui vont distribuer les plus gros dividendes. Et là, attention, là c'est un vrai piège que de raisonner uniquement par le dividende. Toucher du dividende, c'est bien, c'est positif, c'est sûr, c'est une des manières de rémunérer l'actionnaire, mais ce n'est pas la seule manière, et surtout, ça ne doit pas être un critère exclusif d'investissement. On mesure en fait ici ce qu'on appelle le rendement du dividende par le ratio du dividende qui est distribué par action détenue aux actionnaires tous les ans, divisé par le prix d'une action. Si par exemple, vous achetez une action 10 € et que cette société-là décide de reverser 1 € de dividende par action tous les ans à ses actionnaires, alors le rendement du dividende sera de 1 € divisé par 10 €, à savoir sera de 10%, ce qui est excellent, ce qui est très élevé. Cela signifie que sans rien faire, vous allez toucher 10% de rendement tous les ans. Et ici, le piège serait de chercher à investir uniquement dans les sociétés qui présentent ces plus hauts rendements, tout simplement pour toucher ces dividendes et ne plus rien faire. Sauf que le piège, souvenez-vous, il y a deux manières de gagner, mais aussi de perdre de l'argent. En bourse, ça va être d'une part les dividendes, évidemment, mais également les plus ou moins value. C'est-à-dire que si vous achetez un titre cher qui distribue du dividende et que, eh bien, un jour, il faut le revendre, ce titre, pour matérialiser votre plus ou moins value. Et lorsque vous souhaitez revendre ce titre-là, eh bien, s'il a largement chuté, eh bien, globalement,
globalement, vous êtes en perte sur votre investissement. Donc, il n'y a pas que le rendement du dividende qui compte, il y a également les perspectives d'appréciation du titre. On veut que lorsqu'on revende notre titre dans les années à venir, eh bien, globalement, on le revende plus cher que ce qu'on l'a acheté. Et globalement, le marché n'est pas fou non plus. Les investisseurs ne sont pas fous. Si c'était possible de faire 10% de rendement comme ça, juste en achetant une action en ne prenant aucun risque, eh bien, tout le monde achèterait cette action-là et du coup, le cours de cette action augmenterait et donc son rendement diminuerait. Donc, si le rendement d'une action est relativement élevé, alors posez-vous la question, pourquoi est-ce que le marché n'achète pas cette action? Et c'est peut-être qu'il y a ici quelque chose que vous ne voyez pas. Peut-être que le marché a pris en compte un risque sur cet investissement-là que vous n'avez pas vu. Donc, le rendement du dividende n'est pas un critère exclusif et à l'inverse, une société qui distribue des dividendes très importants par rapport au cours de son action, eh bien cela doit attirer la vigilance, ça doit sonner le signal d'alarme. Par ailleurs, la distribution des dividendes peut également détruire de la valeur pour l'actionnaire et donc ça, en rentrant un petit peu plus dans les détails, si par exemple la société s'endette pour payer ses actionnaires, c'est quelque chose qu'on ne veut absolument pas voir. L'objectif c'est de distribuer une partie des bénéfices et une partie seulement pour rémunérer les actionnaires et non pas de s'endetter pour distribuer des dividendes, puisque là, globalement, sur le long terme, ça détruit de la valeur pour l'actionnaire. Et vous pourrez retenir qu'il existe d'autres manières de créer de la valeur pour l'actionnaire, par exemple le rachat d'actions de la part de l'entreprise, ou encore l'augmentation des capitaux propres via la rétention de bénéfices non distribués. Donc ça, c'est un petit peu plus technique, mais globalement, retenez simplement que le dividende n'est pas un critère exclusif et qu'il est potentiellement destructeur de valeur pour l'actionnaire. Et du coup, en particulier, si par exemple le rendement du dividende est de 4% par an, mais que le cours de votre action en bourse chute de 5% par an, eh bien globalement, vous êtes perdant sur cet investissement-là. Et vous êtes d'autant plus perdant si vous investissez sur compte titre ordinaire et que tous les ans, vous passez par la case impôt avec ces fameux 30% de prélèvement forfaitaire unique sur vos dividendes. On retiendra également que les sociétés exceptionnelles n'ont pas besoin de distribuer des dividendes pour attirer les actionnaires. Et l'exemple le plus typique de ça, c'est Google, donc via la société mère Alphabet, qui est une des entreprises les plus puissantes au monde, évidemment. Une société très qualitative, aux fondamentaux exceptionnels, à l'excellente santé financière. Et pourtant, eh bien, la société n'a jamais distribué de dividendes à ce jour. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle n'en a pas besoin pour attirer les actionnaires. Donc encore une fois, si vous voyez une société qui distribue 10% de dividendes en rendement du dividende, eh bien, posez-vous ici des questions. Et on retiendra finalement tout simplement que lorsqu'on souhaite investir sur le long terme, et c'est la qualité de la société, ses perspectives d'évolution, sa bonne santé financière et sa qualité fondamentale qui doit primer en critères de décision d'investissement et non pas les dividendes. Les dividendes, c'est du bonus, c'est la cerise sur le gâteau, mais ça ne doit pas être le critère d'investissement exclusif. Et pour illustrer mes propos, je vais simplement prendre le cas d'Unibail. Regardez un peu sur le graphique. Unibail, c'est donc une société foncière cotée qui a souvent attiré les investisseurs par sa politique de distribution de dividendes. Forcément, puisque globalement, c'est le modèle des sociétés foncières cotées, elles redistribuent leur loyer sous forme de dividendes. Donc, ce sont des sociétés qui sont logeables uniquement sur compte titre ordinaire. Donc là encore, pensez à l'imposition. Et puis, globalement, on voit que la société, depuis 2015, a perdu, ici, vous voyez, la société a perdu 89% de sa valeur en bourse. Et donc oui, on peut avoir un rendement du dividende attractif, mais si c'est pour perdre quasiment la totalité de notre investissement au bout de quelques années, eh bien on peut avoir un sacré rendement du dividende pour juste ne serait-ce que reconstituer notre capital. Vous voyez, donc ici, rendement du dividende, pas critère exclusif, et si vous souhaitez uniquement acheter une société pour son dividende et continuer à racheter son action lorsque son cours en bourse baisse, eh bien pensez à des histoires boursières comme Unibail sur laquelle vous auriez perdu entre mars 2015 et au plus bas en septembre 2020, eh bien 90% de votre investissement. Ok, en termes de conclusion désormais sur cette introduction à l'investissement en bourse, je vous propose de passer à travers rapidement les différentes étapes que vous devez réaliser, les différentes questions que vous devez vous poser avant de commencer à investir en bourse. Et la toute première question, c'est définissez votre horizon d'investissement. Est-ce que vous souhaitez investir sur du très court terme à la manière d'un trader, ou bien est-ce que vous souhaitez investir en bourse sur le long terme pour profiter de l'effet des intérêts composés sur le long terme en générant des plus-values, des dividendes et les réinvestissant. Donc une fois que vous aurez répondu déjà à cette question-là sur votre horizon de temps, et bien ensuite posez-vous la question de la fiscalité, quel va être le support d'investissement le plus adapté.
Ensuite, posez-vous la question de la cohérence globale de vos investissements en bourse vis-à-vis de votre patrimoine global, évidemment. Et puis, également, posez-vous aussi et surtout la question d'une épargne de sécurité. Ne commencez pas à investir en bourse avant d'avoir constitué une épargne de sécurité. Une des règles d'or en bourse est de n'investir que l'argent dont on n'a pas besoin, au moins à court terme, et de n'investir que l'argent qu'on est prêt à perdre en totalité. Et cela pour plusieurs raisons. Déjà parce que sur les marchés financiers, rien n'est certain, d'accord, on ne sait jamais ce qui va se passer demain. Et puis également parce que le fait d'investir des petites sommes dont vous n'avez pas réellement besoin à l'instant T, eh bien ça vous permettra d'agir de manière détachée émotionnellement. Et ça c'est important puisque si vous devez agir sous l'effet de la panique, par exemple en krach boursier, eh bien c'est là que vous prendrez les mauvaises décisions. Et enfin je reboucle avec le tout premier point que j'avais abordé au tout début de cette vidéo, c'est chercher à définir votre propre stratégie qui vous convient à vous, qui convient à votre style d'investissement, à votre horizon d'investissement, également à votre cohérence patrimoniale. Cherchez à définir votre propre stratégie et prenez vos décisions par vous-même en comprenant ce que vous faites et en vous formant. Et si vous ne souhaitez pas comprendre ce que vous faites, eh bien, vous pouvez également penser à déléguer vos investissements, à payer des sociétés de gestion pour justement gérer votre portefeuille d'investissement en bourse, à déléguer vos investissements. Et puis le dernier point vraiment que je voulais aborder, c'est également une erreur très courante et qui peut coûter très très cher qu'on voit souvent, c'est avant chaque prise de position, avant d'acheter une action, définissez vos propres stratégies et également vos propres scénarios d'investissement. Et globalement, ce qu'on veut éviter, c'est de se retrouver dans une situation dans laquelle un de nos investissements a perdu 20 ou 30% et alors de se dire à ce moment-là, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que potentiellement la société a du potentiel pour se revaloriser et que je récupère mon investissement, ou alors est-ce qu'il vaut mieux que je coupe tout de suite ma perte, que je vende pour éviter d'aller encore plus bas? Ça, ces questions-là, vous devez y répondre avant même de passer à l'achat sur une action. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été instructive, qu'elle vous aidera à faire vos premiers pas dans le monde de l'investissement en bourse. N'oubliez pas également de vous inscrire à la newsletter Value Investing pour recevoir tous les 15 jours environ du contenu éducatif, des concepts clés ou alors la dernière action que je viens d'acheter. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper du contenu à venir. Et puis également, laissez-moi un commentaire en bas de cette vidéo. Ça me fait plaisir de savoir ce que vous pensez de cette vidéo-là. Et puis, si elle vous a été instructive et que vous laissez un commentaire, ça aidera à mettre la vidéo en avant et donc à la faire connaître auprès d'autres investisseurs potentiels débutants pour faire grandir cette communauté. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos futurs investissements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.